Aujourd'hui, on replonge dans justement la loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière des droits de la personnalité et d'état civil, qui réforme la filiation, l'autorité parentale et le rôle de l'État dans la vie familiale. Maître Côté, ce soir, je souhaiterais que l'on prenne ça segment par segment. Identité, filiation, autorité parentale et droits des enfants. Pour débuter, ma première question avec cette loi-là ou cette réforme-là qui a vu le jour en juin 2022, quelle est la portée générale de cette réforme du droit de la famille au Québec? C'est pas uniquement des règles techniques qui ont été changées dans le Code civil, mais ça modifie aussi en profondeur le rôle du parent ou comment le droit définit le rôle du parent. Des décisions qui relevaient traditionnellement des parents sont maintenant encadrées de façon beaucoup plus serrée ou partagées parfois avec d'autres acteurs comme l'État, des institutions ou même, dans certains cas, comme on le verra, l'enfant lui-même. Oui. Alors, c'est le concept d'autorité parentale qui n'est pas évacué, mais qui est beaucoup plus balisé, comme on le verra, à l'examen de certaines dispositions spécifiques. Je trouve ça intéressant parce que moi, je rappellerai aux gens, suite à la première entrevue qu'on a eue ensemble il y a 2 semaines, que souvent, on parle de primauté parentale qui est soustrait à cause justement de toute la réforme Laurent qui a pris place, la loi sur la DPJ qui a été comme quelque peu réformée. Donc souvent, on s'arrête à ça, mais le fruit de votre travail, c'est poussé jusqu'à trouver 6 lois. Là, on en regarde quelques-unes ce soir, on va en regarder d'autres dans les semaines à venir. Et il y a un autre travail de fond qui pourrait être fait parce que vous, vraisemblablement, vous en avez trouvé comme 6 autres qui pourraient s'additionner à tout ça. Ce qui m'amène à ma deuxième question pour vous, Maître Côté. Qu'est-ce que cette réforme change concrètement dans la façon dont une personne est identifiée aujourd'hui par l'État? Oui, c'est que cette loi-là a introduit un nouveau concept qu'on appelle le prénom usuel. Auparavant, on disait que le nom était défini ou encadré à l'article 50 du Code civil du Québec et qui se lisait comme suit. Le nom comprend le nom de famille et les prénoms, mais là, on ajoute dont le prénom usuel, ce prénom est celui couramment utilisé par une personne pour s'identifier et sous lesquels ses droits civiques sont exercés. Donc, moi, mon nom de baptême, c'était Joseph Joachim Jean-Yves Côté. Bon, et là, bien, le législateur... Et vous savez, dans les prénoms, on pouvait même ajouter le nom de famille d'un conjoint. Oh. Donc, c'était une façon d'un clin d'œil de garder les 2 noms de famille. Ouais. C'était une technique qui était utilisée. Alors, ça faisait des fois qu'il y avait beaucoup de prénoms. Et là, le législateur, non seulement ouvre la porte à ce qu'il y en ait un qui soit priorisé, mais demande qu'il y en ait un qui soit priorisé. Alors, par exemple, quand on est dans une salle d'attente d'un hôpital, ben, c'est le prénom qui va avoir été désigné comme prénom usuel. Oui. Sous lequel la personne va être appelée. À ne pas confondre, puis vous me corrigerez, avec ce qu'un enfant de 14 ans aujourd'hui peut faire s'il décidait de changer son nom de garçon pour un nom de fille, par exemple. On le verra, mais effectivement, il y a des dispositions particulières. Puis l'âge de 14 ans est un âge qui va être à retenir dans les dispositions qu'on va passer en revue. Entre autres, justement, l'article 56.2 oui. Dit qu'un avis de substitution de prénom usuel, c'est-à-dire quand la personne désire changer son prénom, ben, ça peut être fait par l'enfant lui-même, par le mineur lui-même, à partir de 14 ans. Sans le consentement de ses parents? Les parents doivent être informés. Et ils peuvent s'opposer, mais l'opposition des parents ne met pas fin au processus. C'est le tribunal qui va trancher. Qu'est-ce qui fait, Maître Côté, qu'on donne autant de droits à un enfant de 14 ans?
Écoutez, effectivement, c'est une érosion du concept de la minorité. On dit qu'un mineur est une personne incapable au sens juridique, là, pas au sens péjoratif du terme, mais qu'il n'a pas la capacité juridique et qu'il acquiert la capacité juridique normalement à l'âge de la majorité. Et là, on semble moduler ce concept de majorité qu'à partir de certains âges, des fois c'est 10 ans, on va voir dans une autre disposition que 10 ans devient un marqueur pour les relations avec les grands-parents. On va voir ça un peu plus tard. 14 ans, c'est pour changer son prénom. Et alors là, il y a comme une grille d'âge où à partir desquels l'enfant peut poser certains gestes. Et ça, c'est l'une des tendances qu'on remarque dans cette loi, qui est le chapitre 22 des lois de 2022. Fascinant de voir que l'enfant a l'âge de raison à différents âges, dans son cas à lui, contrairement à 18 ans pour... C'est ça, c'est comme un arc-en-ciel maintenant. Qui mène à la pleine majorité, au plein exercice de ses droits civils. Oui. La loi parle maintenant de la mention du sexe à l'état civil et on voit apparaître la notion d'identité de genre. Concrètement, qu'est-ce que cet article change pour les familles et pour les enfants? Je sais, Jean-François, que c'est un sujet, la théorie du genre, ou ce qu'on appelle en anglais le gender. Oui. C'est quelque chose qui retient votre intérêt et qui aussi intéresse beaucoup vos auditeurs. Ouais. Alors, il faut savoir que maintenant, avec le chapitre 22 des lois de 2022, le gender, si vous me passez l'anglicisme, c'est vraiment bien instauré dans plusieurs dispositions spécifiques du Code civil, dont l'article 70.1. Quand on voit un numéro de décimale à nos lois, c'est souvent l'indice que c'est un nouvel article qui vient d'être ajouté. C'est le cas ici, et vous voyez qu'en fait, c'est toute une section qui commence après l'article 70, qui s'intitule « De la mention du sexe ». Et avec, on lit maintenant à 70.1, la mention du sexe figurant à l'acte de naissance et de décès d'une personne désignée dont le sexe désigne le sexe de cette personne constatée à sa naissance, ou encore son identité de genre. C'est ça qui est nouveau. Avant, c'était constaté à la naissance par le médecin, évidemment, là, par l'évidence. Même, maintenant, on dit que, même au deuxième alinéa, cette mention, quant au sexe, est représentée par des symboles littéraux qui font référence aux qualificatifs masculin, féminin ou non-binaire. Donc, le Code civil reconnaît maintenant, à l'article 70.1, un genre qui s'appelle non-binaire. Il va de soi que c'est une innovation et que c'est la manifestation que la théorie du genre est en train de pénétrer dans notre droit et dans le Code, dans la loi qui est la plus fondamentale au droit civil au Québec, le Code civil lui-même. Oui. Et donc, c'est dans cette réglementation-là, corrigez-moi si je me trompe, qu'on retrouve l'âge de 14 ans. Oui, pour changer le prénom, l'enfant peut lui-même décider de changer son prénom usuel, comme on l'a vu tantôt. Il y a un autre changement aussi qui est très important, c'est le concept de père-mère qui était, disons, omniprésent dans le Code. On parlait du père et de la mère. Maintenant, ça a changé partout. Dans tous les articles où on mentionnait le père et la mère, ben maintenant, on remplace ça par père, mère ou le parent. Alors, on le voit notamment à l'article 129.1 du changement de la désignation parentale. Toute personne peut demander que la désignation à titre de père ou de mère ou de parent. Alors, on se dit, ben, un père et une mère... Qu'est-ce qu'on entend par parent, d'un autre côté? Le beau-père, la belle-mère, quelqu'un externe à la famille nucléaire? Ben, c'est que... Toutes ces réponses? Ben, il y a, par exemple, moi, j'ai eu à travailler, un couple de personnes de même sexe. Donc, c'était un couple formé de 2 femmes. Donc, à ce moment-là, on ne pouvait pas parler de père ou de mère pour désigner les parents.
Donc, pour accommoder la nouvelle réalité sociale qu'il peut y avoir des unions de même sexe et que ces unions-là peuvent avoir des enfants, sont reconnus comme pouvant former un projet parental ou un projet familial valable aux yeux du Code, bien, le Code a été réaménagé pour que la terminologie puisse accommoder ces réalités nouvelles. Donc, on change le Code pour une minorité? Oui, en quelque sorte. Et là, c'est que les familles avec des parents de même sexe, ben, le Code, ça tenait pas la route quand on disait le père ou le père et la mère. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a dit le père, la mère ou le parent. On part de loin. Ben, c'est que c'est la théorie du genre qui pénètre les dispositions, même les plus techniques du Code civil. On voit à l'écran que le Code civil ne parle plus seulement du père, de la mère, mais on ajoute maintenant l'expression les parents. Ça, on a dit... Ou les parents, mais vous faites bien d'y revenir parce que à chaque endroit dans le Code où ça figurait, ça a été systématiquement changé. Donc, c'est des dizaines de dispositions du Code civil qui ont été changées pour intégrer cette modification-là, Jean-François. C'est un travail colossal. Oui, pour ceux qui revisent les lois et s'assurent de leur mise à jour, cette disposition-là se répercute. Enfin, c'était dit de façon générale que là où on voit père et mère, on doit lire dorénavant père, mère ou le parent. Alors, c'était une seule modification, mais qui se répercutait en cascade sur un très grand nombre de dispositions de notre Code civil. Avec cette réforme, on élargit aussi les règles de filiation. C'est un terme technique, peut-être que vous pourrez nous dire un peu ce qu'on entend par filiation. Qu'est-ce que ça change, l'article 525, pour les couples en union de fait? Bien, c'est qu'auparavant, la filiation, c'est dire, bien, je suis l'enfant. Ça concerne les enfants, effectivement, là. Mais c'est de savoir, on est l'enfant de qui? Ouais. On a le droit de savoir, au fond, qui est mon père, qui est ma mère. Et la filiation était établie automatiquement par le Code lorsqu'il y a mariage ou lorsqu'il y avait union civile. Ouais. Mais quand c'était des conjoints de fait, puis qu'il n'y avait pas de reconnaissance devant le notaire, par exemple, un contrat de vie commune, ou simplement des gens qui vivent ensemble, bien là, le Code était hésitant à attribuer automatiquement la filiation ou la qualité de père ou de mère. Là, maintenant, cette lacune-là a été comblée, notamment à l'article 525 du Code qui dit que l'enfant né pendant le mariage, l'union civile ou, c'est ça qui a été rajouté, ou l'union de fait, ou dans les 300 jours après sa dissolution, ou dans le cas de l'union de fait, sa fin. Alors, ce que j'ai surligné en bleu dans le passage qu'on voyait tantôt à l'écran, c'est que le concept d'union de fait est reconnu dans le Code comme étant une source formelle de la filiation. Et ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas auparavant. Wow. En matière maintenant de procréation, ou procréation assistée, je devrais dire. Qu'est-ce que la réforme change dans la façon dont la loi reconnaît les parents? Oui. Parce que c'est rendu monnaie courante aujourd'hui, la procréation assistée. Bien, en tout cas, ça fait l'objet d'une reconnaissance législative formelle depuis 2022. Écoutez, comment on fait un enfant? Écoutez, vous êtes une émission grand public, diffusée aux heures de grand public, donc je pense qu'il y a la méthode traditionnelle. Évidemment, mais là, maintenant, le Code reconnaît qu'il y a d'autres façons de donner la vie à un enfant dans le cadre d'un projet parental. Et on va voir, par exemple, à l'article 538.3, on dit « L'enfant issu d'un projet parental entre conjoints impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers. » qui est né pendant leur union. Bon, mais ça, j'aimerais m'arrêter un moment, Jean-François, sur l'expression « le matériel reproductif d'un tiers ». Je laisse le soin à votre imagination vagabonde de figurer ce que c'est. Elle vagabonde, je vous le dis qu'elle vagabonde. Mais écoutez, on parle ici de faire un enfant. Bon, alors c'était... Et avant ça, on parlait aussi beaucoup, il y avait un concept en droit qu'on appelait le droit naturel. Ouais. Mais là, on voit que ce concept de droit naturel
Et quoi de plus naturel que de faire un enfant? Bon, mais que ça a évolué avec ce projet de loi, le chapitre 22 des lois de 2022, et on parle ici d'un projet parental entre conjoints. On ne parle plus de père et mère, vous voyez? Non. Donc, c'est non-genré. Le choix du terme conjoint indique que ça peut être homme-femme, homme-homme ou couple de deux femmes, impliquant l'utilisation de matériel reproductif d'un tiers. Bien, c'est là toute la question de la procréation assistée. Et on voit que le lien entre l'enfant et ses parents ne repose plus exclusivement pour le législateur sur un lien biologique. Ouais. Mais que ça peut reposer sur d'autres assises, notamment celles qui sont spécifiées à ce nouvel article. Oui. Alors, au fond, la notion strictement biologique, la filiation strictement biologique, qui était le sens traditionnel et qui tombait sous le sens, d'une certaine façon, qui semblait évident, bien, ce n'est plus que ça. On ouvre la porte à la reconnaissance formelle et juridique d'autres sources de filiation. Oui, comme des aiguilles qui viennent mettre le dispositif nécessaire. Bien, oui, en fait, et c'est là que la loi, même le législateur, va dans des termes techniques comme ça, l'utilisation de matériel reproductif d'un tiers. Ouais. Alors, c'est des expressions nouvelles qui n'étaient pas dans le Code civil d'origine et certainement pas dans le Code de Napoléon. Non, mais je comprends que vous êtes avocat. Oui. Mais moi, ça fait juste me démontrer une déchéance extraordinaire, Maître Côté, parce que on a besoin, on revient à la planche à dessin, on revient aux bases. Mm-hmm. Ça prend un homme, ça prend une femme pour faire un bébé. Mm-hmm. Et avec toute la déchéance ou l'éloignement justement de la famille nucléaire, d'un papa, d'une maman, d'un foyer ancré sur des valeurs chrétiennes, on est rendu qu'on a changé des lois pour faire entrer des choses qui étaient externes à la création initiale, de ce que Dieu avait déjà pourvu à l'avance avec un homme et une femme pour créer une famille. On est rendu avec des éventails de choix qui n'existaient pas, là, qui n'étaient pas dans le plan providentiel du départ. Je conçois ce que vous dites. J'ai une réserve sur le mot déchéance, en ce que c'est certainement une évolution législative majeure, marquante aussi. Non, je comprends l'évolution législative. Oui. Moi, ce que je dis, c'est la déchéance humaine qui a amené un paquet de situations comme celle-là qui fait en sorte que nous sommes obligés, à cause de ça, de passer des lois pour justifier des comportements qui, à la base, ne figurent pas dans ce que la parole de Dieu déclarait dès le départ. Une chose que je vous concède, c'est que on est en dehors de la sphère de ce qu'on appelait traditionnellement le droit naturel. Mm-hmm. Oui. Cependant, j'ai eu une situation où j'ai représenté une dame qui était dans une union de fait. Mais ce n'était pas une union civile constatée devant notaire, mais c'était une union de fait entre personnes de même sexe, donc un couple formé de deux femmes. Et elles ont eu un enfant ensemble de la façon suivante. C'est que c'est l'ovule de l'une des deux conjointes qui a été fécondé avec le matériel d'un tiers, là, la notion qu'on voyait tantôt, et une fois qu'il a été fécondé, il a été implanté dans l'utérus de l'autre conjointe. Alors, c'est une situation, et moi, malheureusement, l'union de fait est venue à terme, puis là, il y avait des questions de garde d'enfants à régler. Donc, c'est allé en cours comme un dossier normal de droit de la famille, et c'en était un. Je comprends sur votre point de vue juridique, mais c'est pas normal. Je peux pas laisser aller ça ce soir, dire que c'est normal quand nos convictions, la télé qu'on fait, qui on est, c'est pas normal ce côté-là. Là, moi, comment je peux le formuler, c'est que ça s'éloigne peut-être, je vous concède que ça s'éloigne de ce qu'on appelait
le droit naturel. Mais c'est une réalité et je peux vous dire que les deux personnes impliquées, les trois, pas les deux, les trois, parce qu'il y a un enfant là, dont il fallait décider de la garde puis des droits d'accès, tout ça. Alors, ces deux mères-là, ou ces parents-là, si on prend la terminologie proposée par le Code depuis 2022, par le Code civil, bien, ont les mêmes droits, puis avaient des droits à faire valoir devant le tribunal, puis le tribunal les a traités de la même façon qu'il traite un père et une mère. Alors, est-ce que c'est un progrès ou une régression? Ça, je le laisse c'est à chacun, en fonction de la grille de valeur qui est la sienne, de porter un jugement, si jugement il y a à être porté. Le législateur ici a voulu dire, bien, un enfant, quel que soit son milieu, a droit à la protection juridique. Donc, je ne vous cache pas que le fait d'avoir représenté cette mère contre l'autre mère, finalement, on peut dire ça comme ça, moi, m'a fait évoluer dans l'opportunité, le regard que je porte sur ces dispositions-là qui m'ont surpris, comme elles vous surprennent sans doute quand je vous les présente comme ça ce soir, de façon désincarnée et théorique. Mais quand on a affaire avec des gens, ben là, on tempère. Dans mon cas, en tout cas, ça m'a amené à tempérer mon jugement. Puis comme je vous dis, je respecte votre prise de position là-dessus. Je ne suis pas là pour juger votre prise de position. Moi, ma grille de valeurs repose sur la parole de Dieu. Donc, j'ai une grille de valeurs qui est complètement différente que l'humanisme dans lequel on grandit, que nos enfants sont enseignés aujourd'hui. Oui. Moi, mon point de repère, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu dit qu'un foyer, selon les standards bibliques de la création, demeure entre un homme et une femme, c'est clair que pour moi, quand je regarde ça, je vois un humanisme qui prend place dans notre société. Je vois une adaptation de ce que la nature humaine, la déchéance de la nature humaine dans laquelle elle s'en va, et on est en train d'ériger des lois pour justifier des comportements. C'est sûr que moi, qui pars de ma grille de valeurs, c'est Christ, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Il y a un clash dans lequel je ne peux pas adhérer, là. Je comprends. Vos propos me ramènent à un autre dossier que j'ai eu à traiter. C'est un dossier d'euthanasie. D'accord? Et je partage en grande partie les valeurs qui sont les vôtres. Donc, pour ce qui concerne l'euthanasie, je suis personnellement pas en faveur. Ce n'est pas un choix que je ferais. Cependant, j'ai eu à m'occuper d'un dossier où un patient, qui était par ailleurs médecin, était aux prises avec une maladie dégénérative qui ne pouvait pas être soignée. Et c'était avant que les dispositions soient... avant que le Code criminel soit agencé selon les instructions de la Cour suprême. Il y a eu un vide pendant quelques mois où les gens qui désiraient avoir cette mesure d'aide médicale à mourir devaient s'adresser aux tribunaux. Donc, ce dossier-là, je m'en suis occupé dans cette fenêtre-là et ça a dû passer devant un juge. Et j'ai dû préparer le dossier, préparer une requête. La partie adverse, c'était le procureur général du Québec. Et j'ai présenté ma requête, je l'ai rédigée et j'ai gagné ma requête. Vous savez ce que ça veut dire, gagner sa requête dans ce cas-là? Et moi, ça veut dire qu'en bout de piste, le juge a autorisé la personne, qui est d'ailleurs venue témoigner devant le juge, qui l'a écouté extrêmement attentivement. Et dans le cadre de la préparation de ce dossier, j'ai eu à dire aux clients, j'ai dit, vous savez, ça ne correspond pas à mes valeurs. Mais c'est vous qui êtes le client, c'est vous qui le demandez. Et j'ai fini par comprendre pourquoi il le demandait. Je ne vous dis pas que j'ai été d'accord, mais... Pourquoi l'avoir représenté si vous n'étiez pas d'accord sur le fond? Écoutez, je pense qu'on n'a pas à imposer nos valeurs à nos clients. Alors peut-être vous m'interpellez sur la cohérence de ma pratique. Est-ce que j'ai, dans le cadre de la représentation que j'ai à faire des clients, m'assurer que mes clients ont les mêmes convictions que moi? C'est une façon légitime de m'interpeller. Et moi, en conscience,
je me dis que là où je trace la ligne, je fais savoir à mes clients que je ne loge pas à la même enseigne qu'eux sur le plan idéologique, et je veux savoir d'eux si ça les embête, mais je demeure un mandataire. Si le client demande une mesure que la loi autorise, c'est sûr que pour moi, c'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience, mais après avoir eu des discussions avec cet homme-là, bien, j'ai compris sa position sans pour autant partager ou enfin que j'embrasse son point de vue. Mais j'ai été capable de le défendre convenablement. Est-ce que ça me met dans une situation difficile? C'est des moments qui font réfléchir sur le plan professionnel, mais je me suis senti en paix après avoir dit à ce monsieur, écoutez, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Je ne ferai pas ce choix que vous faites, mais vous le faites et je n'ai pas à imposer mes valeurs à un choix aussi personnel. Ouais. Cependant, je me dois de vous dire à quelle enseigne je loge pour ma part. Ouais. Et savez-vous, il y a eu un grand respect qui s'est établi. Sûrement, j'en doute pas. Rapidement, parce que le temps file, on voit que la loi ajoute maintenant l'expression « sans violence aucune » lorsqu'elle parle de l'autorité parentale. Oui, on revient à l'autorité parentale. Ça, c'est très important. Je pense que si on a une image, oui, à l'article 106, on parle de « oui, sans violence aucune ». Et il y a aussi l'article 33, je ne sais pas si on l'avait tout juste avant, peut-être que non, mais celui-là va aller, c'est on introduit la notion de violence, mais ici, on avait qualifié la violence. On parlait de violence familiale, conjugale ou violence sexuelle. Oui. À d'autres endroits, on a introduit la notion de violence eu égard à la notion d'intérêt de l'enfant, mais sans préciser de quelle violence il s'agit. Ce qui est assez particulier ici avec cet article, je ne sais pas si vous pouvez le repasser là, à l'écran. Oui, par l'insertion, c'est ça, sans violence aucune, c'est ça. Ou les parents, bien, ce qui est souligné en jaune, on voit encore que c'est le changement dont on parlait tantôt, père, mère ou les parents. OK? Vous voyez, ça revient partout. 599, c'est un article de base sur l'autorité parentale. Alors, on parle, ils doivent nourrir leurs enfants, puis ils doivent les soustraire à toute violence. Mais qui décide s'il y a de la violence et qui intervient s'il y a violence et quel type de violence? Ça, ce n'est pas toujours spécifié. Quoique dans certains cas, on parle de violence conjugale, eu égard à l'enfant. Oui. Donc, on dit l'enfant doit être soustrait à la violence conjugale. Donc, au fond, ce n'est pas une violence dont que lui-même subit. Non. La violence conjugale, c'est la violence entre les parents. Puis c'est une raison, maintenant, selon la lecture que je fais des nouvelles modifications, c'est que la présence de violence conjugale, donc une violence entre les parents, pourrait justifier de faire intervenir les autorités ou le tribunal pour protéger l'enfant d'une violence dont lui-même n'est pas directement la victime, mais la victime par ricochet. Ouais. Donc, vous voyez que cette volonté du législateur de protéger l'enfant contre toute violence est accentuée dans ce projet, dans cette loi de 2022, le chapitre 22. Ouais. Alors, enfin, il y avait aussi, on parlait de l'âge tantôt et de l'arc-en-ciel. Il y a une disposition où c'est 10 ans, l'âge de 10 ans, où le Code donne dorénavant à l'enfant un certain droit de regard. Il s'agit de l'article 611. Oui. C'est les relations avec les grands-parents. L'article 611 se lit dorénavant comme suit. Des relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l'intérêt de l'enfant, toujours la notion d'intérêt de l'enfant, et s'il est âgé de 10 ans et plus, qu'il y consent. Donc, au fond, si un enfant de 10 ans ne voulait plus voir ses grands-parents, l'article 611, tel qu'il a été modifié depuis 2022,
permettrait à l'enfant d'avoir un veto sur la fin de cette relation-là. On met l'enfant vraiment au cœur de toutes ces décisions. Oui, c'est comme avant, tout ça relevait du parent. Et là, il y a un glissement, soit que ça s'en va vers des institutions, des organismes, ou même carrément une partie de ce qui était autrefois l'apanage exclusif des parents et de l'autorité parentale, glisse vers d'autres intervenants, incluant l'enfant lui-même. Ouais. Pour ce qui est de ses relations avec ses grands-parents à partir de 10 ans, puis pour ce qui est de changer son nom ou son prénom usuel à partir de 14 ans. Maître Côté, ça a été une discussion flamboyante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler des changements qu'on voit au niveau des lois du Québec. Et vous m'interpellez quant à ma pratique, mais ça me fait réfléchir et j'aime ça. Ben oui, merci. Merci à vous. Vous savez, ce genre de discussion-là, je pense que c'est quand même important à voir pour vous montrer comment la loi change. La loi change et vous savez, là, je vais parler en mon nom personnel, en mon nom. Mon système de valeurs à moi, nos valeurs ici à Théovox, ce sont les valeurs qui sont basées sur la parole de Dieu, la Bible. Et Richard le dit régulièrement lors de ses parutions ici, la Charte canadienne des droits et libertés, ou la Charte du Québec, a emmené vraiment des points de repère anti-chrétiennes, anti-bibliques, alors qu'avant, tout était fondé sur les 10 commandements qu'on retrouvait dans la parole de Dieu. Et ça l'a fait quoi, ça? Ça l'a emmené justement des changements de loi où il y avait un élargissement qui prenait place au détriment des lois prescrites dans la parole de Dieu. La famille, l'institution familiale, l'institution de l'Église, sur toutes les valeurs fondamentales qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et malheureusement, on est rendu à justifier, au nom de la Charte canadienne des droits et libertés, des comportements qui sont devenus aujourd'hui anti-bibliques, anti-Christ, anti-parole de Dieu. Et moi, mon livre de prédilection, celui sur lequel je m'appuie, même au-delà de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est pour ça que ça l'emmène des fois des discussions ou des prises de conscience ou des échanges, parce qu'on favorise le débat ici et c'est bien correct comme ça, mais je vais toujours défendre ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu déclare, même au détriment de la Charte canadienne des droits et libertés.